Le granit se fissure, 40 ans de pouvoir transmis comme un héritage de sang, et soudain, la dynastie Mouzani découvre que l'immortalité n'existe pas, Washington ne murmure plus. Washington aiguise. Ce qui se prépare n'est pas une simple sanction. C'est une lame juridique, un mandat capable de couper la lignée du pouvoir. Net, à la voix, irréversible. Le Sénat américain pousse pour l'option nucléaire contre Muhoozi Kainerugaba, le fils d'un président en exercice, confronté à une réalité que personne dans sa famille n'avait jamais envisagé, l'arrestation internationale. Tout bascule après une profanation. L'invasion du sanctuaire de Bobi Wine, le témoignage déchirant de Barbie. Une ligne rouge a été franchie. Et une ligne rouge, une fois traversée, ne se retraverse pas. Ce n'est pas un incident. C'est un séisme diplomatique. Les dossiers sont ouverts, les sanctions sont prêtes, le chasseur devient la proie. Mais ce moment révèle quelque chose de plus profond. Deux Afriques entrent en collision. D'un côté, l'ancien monde, le pouvoir comme propriété familiale, le pays comme un bâton transmis de père en fils. De l'autre, une voix surgit du Sahel. Ibrahim Traoré n'entre pas comme spectateur. Il entre comme catalyseur. Au lieu d'applaudir l'Occident, il pose une question qui brûle. Pourquoi maintenant? Pourquoi 40 ans de silence? Puis soudain, l'indignation. Et cette question change tout. Parce qu'une justice offerte par Washington n'est jamais gratuite. Elle arrive toujours avec un calcul. Une fois que ce mandat devient normal, alors aucune dynastie africaine n'est à l'abri. Vous sentez la pression monter, parce que ce n'est pas seulement l'Ouganda, c'est tout un système qui commence à trembler. Ce qui vient n'est pas une tempête soudaine, ce n'est pas un accès de colère occidentale. C'est le résultat d'une accumulation. 40 années d'impunité ont construit une illusion, celle qu'un régime peut kidnapper, réprimer, humilier et continuer à dîner avec les puissants comme si de rien n'était. Les drones de Kampala, ces vents sans fenêtre, ne sont pas apparus hier. Ils étaient déjà là, ils hantaient les rues, ils avalaient des jeunes dans un monde de caves et de silence. Le monde savait, mais le monde attendait. Et voilà, le poison, ce n'est pas quand la souffrance était maximale que la justice s'est réveillée. C'est quand la dynastie a commencé à vaciller. Les Magnitsky Act n'est pas un symbole. C'est une strangulation financière, un verrou sur Londres. New York. Francfort. Un régime qui vit du fusil a besoin d'argent. Un dictateur ne survit pas seulement par la peur. Il survit par les banques. Quand les portes se ferment, le palais devient prison. Muhoozi, le général qui tweetait comme un prince intouchable, découvre que l'Internet est vaste, mais qu'une cellule est étroite. Et pourtant, au milieu de ce mécanisme occidental parfaitement calculé, Ibrahim Traoré intervient, pas par émotion. Par stratégie, il ne défend pas un tyran, il ne célèbre pas Washington. Il démonte l'architecture entière. Il regarde le monde et demande comment ceux qui ont fourni le fouet peuvent-ils se présenter comme les sauveurs de celui qu'ils ont frappé. Ce n'est pas une phrase, c'est une explosion, parce que Traoré force une vérité insupportable, l'Occident finance les régimes. Puis choisit le moment où il se souvient des droits humains. Une fois que cette hypocrisie est exposée, le récit change. Ce n'est plus seulement un mandat contre un homme. C'est la fin d'une ère où les vies africaines servaient de pions sur un échiquier géopolitique. Mais attention, un régime acculé ne se retire jamais calmement. Quand l'étau se resserre, il moude. Et à l'horizon, 2026 n'est plus une élection, c'est une menace. La violence n'a jamais été un accident dans cette histoire. Elle n'est pas spontanée. Elle est préparée. Ce qui s'est passé dans la maison de Bobi Wine n'était pas une opération de sécurité. C'était une profanation calculée. Une démonstration froide, aucune famille n'est sacrée. Aucune porte n'est inviolable. Les forces de l'État n'ont pas apporté la loi. Elles ont apporté l'odeur de l'alcool, la brutalité brute d'une foule en uniforme, du bois éclaté, du verre brisé, une mère encerclée dans son propre salon. Quand un régime franchit ce seuil, il ne gouverne plus, il occupe. Et c'est là que tout bascule, parce que cette violence domestique devient internationale. Les victimes deviennent une lentille, un grossissement du vrai visage du pouvoir. Pendant 40 ans, Museveni était présenté comme un stabilisateur, un partenaire dans la guerre contre le terrorisme.
Welder Statesman. Mais le masque glisse. Et derrière, il n'y a pas un État. Il y a une monarchie militaire en gestation. Le projet Muhuzi, cette tentative transparente de léguer 50 millions d'êtres humains comme du bétail dans un testament, se retourne contre ses auteurs. Quand tu attaques l'opposition, tu ne détruis pas seulement des corps, tu crées un symbole. Et le symbole appelle le monde. Le Magnitsky Act arrive alors comme une chirurgie. Pas contre une nation, contre les architectes. Gel des Comtes. Révocation des visas, menace d'Interpol. La dynastie découvre une vérité insupportable. L'argent est le carburant de la peur. Sans argent, la loyauté devient instable. Et dans une dictature, la loyauté est une marchandise. C'est ici que l'histoire cesse d'être ougandaise. Elle devient continentale. Traoré observe tout cela avec un regard qui traverse le théâtre diplomatique. Il voit l'hypocrisie des milliards d'aides militaires transformées en matraques. Des canistères de gaz lacrymogènes financés par des contribuables étrangers, il n'élève pas la voix par colère. Il élève la voix parce que le système arrive à expiration. Un choix surgit dans les rangs même de l'armée ougandaise, rester fidèle à une dynastie mourante. Ou protéger l'institution avant qu'elle ne devienne un paria mondial. Une fois que l'impunité expire, le régime ne peut plus respirer normalement, mais un animal blessé ne se rend pas. Il prépare sa morsure finale. Et derrière les mandats, une ombre bouge déjà. Le monde regarde le mandat, mais il ne voit pas la main derrière le rideau. Quand un pouvoir comprend que l'arrestation du fils est la mort politique du père, il n'entre pas en négociation, il entre en survie. Les rapports parlent de réunions clandestines, de plans de contournement, de l'idée la plus dangereuse dans une autocratie: si nous ne pouvons pas posséder le pays, alors nous le laisserons en ruine. C'est la phase de la terre brûlée. L'élection de 2026 n'apparaît plus comme un rendez-vous démocratique. Elle se dresse comme une tempête stratégique. Militariser les urnes, suspendre la Constitution, couper Internet, transformer la nation entière en forteresse. Ce n'est pas improvisé. C'est préparé depuis longtemps, car la dynastie savait que le temps n'est jamais infini. Elle a seulement cru que l'impunité l'était. Au centre, Muhoozi Kainerugaba incarne cette intoxication du pouvoir hérité. Ses tweets ne sont pas des plaisanteries. Ils sont la psyché d'un prince persuadé que la gravité ne s'applique pas à lui. Il menace le monde tout en utilisant ses technologies. Il se moque de l'Occident tout en vivant de ses circuits financiers. C'est l'arrogance d'un homme qui confond un pays avec un jardin privé. Mais derrière la bravade numérique, il y a un vide, la légitimité. Son seul titre est un ADN. Et un système fondé sur la peur. Quand un gouvernement ne peut plus convaincre, il kidnappe. Quand il ne peut plus inspirer, il intimide. Les vents sans fenêtre deviennent alors le langage officiel du régime. La politique réduite à une disparition, et c'est exactement ce que Traoré a exposé. Il n'a pas parlé d'un homme, il a parlé d'un mécanisme. Les mains calleuses du peuple contre les mains manucurées des dynastes. Il a dévoilé une vérité insupportable: le système se nourrit de ses propres enfants. Mais voici la conséquence directe: les sanctions ne frappent pas seulement un général, elles fracturent l'élite entière. Imaginez un ministre découvrant que sa carte bancaire ne fonctionne plus à Londres, que ses enfants sont expulsés des universités américaines, que son nom devient poison dans chaque aéroport. Le palais se transforme en cage. Et, dans une cage, un régime ne devient pas plus humain, il devient plus dangereux. Une fois que la sortie disparaît, la violence devient la dernière stratégie. C'est ici que l'histoire atteint son axe le plus brutal. La justice internationale peut geler des comptes, mais elle ne peut pas désarmer un régime qui a décidé de mourir en mordant. Le Magnitsky Act est une arme chirurgicale. Il coupe l'accès au monde, il transforme les villas en prisons dorées. Mais il ne change pas instantanément ce qui se passe dans les ruelles de Kampala, dans les safe houses, dans les sous-sols où la loi n'a jamais existé. Et c'est là que la vraie tension explose, car chaque sanction crée une réaction. Chaque mandat crée un plan B. Le régime sait que l'arrestation de Muhoozi n'est pas seulement l'arrestation d'un homme, c'est l'effondrement d'un projet dynastique. Le projet Muhoozi était une couronne construite sur des baïonnettes, une tentative frénétique de prouver qu'un héritier peut régner sans consentement. Mais la peur a une limite,
Elle fonctionne jusqu'au jour où elle devient trop visible. Et aujourd'hui, elle est visible. Les cris sortent des dungeons, les mères parlent. Les témoignages circulent dans l'âge digital. Les drones peuvent enlever des corps. Mais ils ne peuvent plus enlever le récit. C'est cela qui terrifie la dynastie, parce que la narration se retourne. La rue commence à comprendre que le problème n'est pas seulement Muhuzi, le problème est le système qui a rendu Muhuzi possible, 40 ans de pouvoir comme patrimoine familial, 40 ans où un pays entier est traité comme une propriété privée, et soudain, au milieu de cette collision, Traoré devient un miroir, pas un héros. Un révélateur, il force une question qui n'a pas de réponse confortable si l'Occident a soutenu Museveni pendant des décennies. Alors, l'indignation actuelle est-elle justice ou simple recalibrage géopolitique? Cette question est une bombe, parce qu'une fois qu'elle est posée, le monde ne peut plus prétendre à l'innocence. Traoré rappelle que la souveraineté ne se reçoit pas. Elle se prend, et cela déclenche quelque chose de plus dangereux que les sanctions l'imagination. Les jeunes officiers ougandais regardent le continent, ils voient la montée du panafricanisme. Ils se demandent, mon serment est-il envers la nation? Ou envers le compte bancaire d'une famille, une dictature tient tant que l'armée obéit sans réfléchir. Mais une dictature meurt quand l'armée commence à choisir. Et dans l'élite. La panique devient palpable car le gel des avoirs n'est pas qu'économique, c'est psychologique. Le régime perd sa mobilité. Il perd ses refuges. Il perd l'illusion que le monde entier est accessible. Le général qui tweetait comme un conquérant devient un homme traqué, un leader qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas utiliser le système bancaire mondial, qui ne peut pas sortir de son palais, n'est plus un leader. Il est un fardeau. Mais voici le tournant le plus sombre. Un régime acculé ne réforme pas. Il purge. Les hésitants deviennent des ennemis. Les modérés disparaissent. La survie devient la seule idéologie. Et les rapports évoquent désormais l'impensable état d'urgence. Coupure totale d'Internet. Suspension des élections. Une fois que cette logique s'installe, la démocratie n'est plus un choix. Elle devient une cible. Le point final approche. Mais il n'a rien d'un apaisement. Au contraire, nous entrons dans la phase terminale d'un pouvoir qui comprend que le temps joue contre lui. Quand une dynastie sent que l'histoire la rattrape, elle ne devient pas raisonnable. Elle devient féroce. Le régime ougandais n'est plus en mode gouvernance, il est en mode verrouillage. Les purges internes s'accélèrent. Les loyalistes sont récompensés. Les hésitants sont éliminés. Le message est simple si vous n'êtes pas avec la famille. Vous êtes contre l'État. C'est le moment où l'autocratie cesse de prétendre, elle se montre nue, et c'est ici que la parole de Traoré devient une pression de scénario. Il ne dit pas « attendez que Washington signe ». Il dit « ne déléguez jamais votre liberté à l'encre d'un autre ». Parce qu'une fois que la justice extérieure devient l'unique espoir, la souveraineté meurt. Le mandat américain est un signal, mais il n'est pas la solution. Traoré insiste sur une vérité insupportable, la dignité ne s'importe pas. Et cela ouvre 3 futurs possibles. Si ce mandat est accepté comme normal, alors chaque héritier autoritaire sur le continent comprendra que le monde peut, un jour, frapper, mais il comprendra aussi qu'il doit frapper avant. Si ce mandat est rejeté comme impérialisme, alors la dynastie pourra se draper dans la rhétorique anti-occidentale tout en continuant la répression. Et si le silence continue, si personne ne choisit, alors l'impunité reviendra comme toujours plus profonde, plus sophistiquée. C'est ça. La vraie tragédie, l'histoire n'offre jamais d'issue gratuite. Le régime prépare l'élection de 2026 non comme un vote, mais comme une opération militaire. Et dans les rues, une autre force grandit, l'idée que la peur n'est plus éternelle. Les jeunes d'Ouganda voient que le palais tremble, ils voient que le monde écoute enfin. Ils voient que la dynastie peut saigner. Et cela suffit à faire naître quelque chose que les drones ne peuvent pas capturer, le courage collectif. Une fois que le peuple cesse d'être spectateur, le régime cesse d'être invincible. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas encore la victoire. C'est le moment où la collision devient inévitable. Entre un passé mourant et un futur qui refuse de demander la permission. Nous touchons maintenant le cœur historique de cette crise, ce n'est pas seulement l'Ouganda qui vacille, c'est l'idée même de la dynastie africaine comme destin. Pendant 40 ans,
Le régime Museveni a vécu sur une hypothèse, le monde se lassera. Les crimes deviendront invisibles. Le silence imposé sera confondu avec la paix, mais Barbie Kyagulanyi a brisé ce silence. Et quand une mère parle, l'histoire écoute. Les milliers de jeunes disparus dans les vents sans fenêtre ont transformé le secret en accusation. La peur en preuve. L'oubli en mémoire. Le système pensait acheter l'impunité, il a acheté sa propre exposition, aujourd'hui. La dynastie découvre que l'attention mondiale n'est plus une chandelle fragile, c'est un incendie. Et Traoré apparaît comme un pont entre l'humiliation des opprimés et l'éveil d'une souveraineté qui refuse d'être offerte comme une charité. Il ne propose pas une solution miracle. Il propose une rupture mentale. L'ère du big man touche à sa fin et l'ère du citoyen commence à se battre pour naître. Les sanctions occidentales peuvent serrer les poches du régime. Mais c'est l'esprit africain qui serre la gorge du vieux système, parce qu'une fois que les peuples comprennent que la dignité n'est pas importée, elle devient inarrêtable. Le régime peut fermer Internet, il peut suspendre des constitutions, il peut verrouiller des frontières, mais il ne peut pas verrouiller le vent, et le vent est déjà dans les murs. Ce qui se joue ici est un point de non-retour, la couronne de baïonnettes commence à percer la tête qui la porte. Le général qui tweetait comme un prince pourrait devenir le prisonnier de sa propre architecture, mais le peuple ougandais, Loé, commence à trouver ses ailes, Chest-Chela. Le véritable basculement, pas un mandat, pas un gel d'avoir, mais une génération qui cesse d'accepter d'être un héritage transmis. Le soleil se couche sur l'ère Museveni, et rien ne pourra la sauver avec des slogans. 40 ans de contrôle, de disparition, de peur imposée comme système, et soudain, l'histoire réclame sa facture. Le projet Muhuzi n'a jamais été un plan pour la nation. C'était un plan pour un palais, mais un palais construit sur la violence finit toujours par trembler, parce que la violence ne crée pas d'avenir, seulement des ruines. Traoré l'a rappelé avec une phrase invisible mais définitive, les mandats de Washington sont écrits à l'encre. Mais le destin de l'Afrique est écrit dans la sueur de ses peuples. Ce moment n'est pas seulement une crise ougandaise, c'est une charnière. Quand une dynastie découvre qu'elle peut être traquée, alors toutes les dynasties comprennent qu'elles peuvent tomber. Quand un peuple commence à refuser d'être transmis comme héritage, alors la souveraineté devient contagieuse. La question n'est plus que fera le Sénat américain. La question est que feront les Africains eux-mêmes quand ils comprendront que la dignité ne se demande pas. Elle se prend. Si cette histoire vous brûle, ne restez pas silencieux. Laissez une pensée. Laissez un commentaire. Pas pour les chiffres, mais pour signaler que vous voyez, car le futur appartient toujours à ceux qui refusent de détourner le regard. Et ce qui vient ensuite ne demandera la permission de personne,